Tu passes chez ton parent, tu ouvres le frigo, et là il y a plein d'aliments périmés. Tu vas dans le salon, et il y a des papiers qui s'accumulent sur la table depuis des semaines. Quand tu lui en parles, il te répond « T'inquiète pas, j'ai juste oublié, je m'en occuperai plus tard ». Et toi tu te dis « C'est pas grave, c'est juste l'âge ». Mais la réalité c'est que c'est peut-être un des premiers signes que ton parent perd en autonomie. Et la plupart des familles ne voient ces signes que bien trop tard. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 signes de perte d'autonomie les plus importants, ceux qu'on banalise d'habitude au début, et te dire comment réagir. Le plus piégeux dans la perte d'autonomie, c'est que ça n'arrive pas tout d'un coup. C'est pas comme dans les films où ça bascule du jour au lendemain. Et comme c'est progressif, on s'en rend pas vraiment compte et on s'y habitue. On se dit que c'est l'âge, et souvent on évite le sujet, soit par peur que son parent change, par peur d'avoir une discussion difficile, ou alors peur de ce que ça peut impliquer. Et en parallèle, ton parent, il cache, il contourne ou il minimise. Ce que tu dois comprendre, c'est que perdre son autonomie, ce n'est pas seulement être vieux. Vieillir, c'est normal. On peut être un peu plus lent ou un peu plus fatigué, mais la perte d'autonomie, c'est quand ça impacte la vie quotidienne. Là, on n'est plus seulement dans le vieillissement normal, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Les 5 signes dont je vais te parler sont pas spectaculaires, et c'est justement ça qui les rend dangereux. C'est qu'à la base, ce ne sont que des détails. Le premier signe, c'est quand l'environnement commence à se dégrader. Il manque toujours quelque chose à la maison, que les papiers s'accumulent, que certaines factures ne sont plus ouvertes, que le linge s'entasse ou alors que le logement est un peu moins bien entretenu qu'avant. Pris un à un, ces détails peuvent paraître anodins, mais quand tu les regroupes, c'est quelque chose d'hyper important. Ton parent commence peut-être à avoir du mal à s'organiser, planifier et tenir son quotidien. Et ça, c'est fondamental. Au début de la perte d'autonomie, ce ne sont pas les gestes les plus évidents qui lâchent d'abord. Ce sont souvent une légère perte de mémoire, perte d'attention, moins d'organisation, et surtout l'énergie mentale. Donc faire ses courses, suivre ses papiers, préparer ses repas, gérer son argent, tout ça, ça demande de l'ordre et de l'énergie mentale que peut-être ton parent n'a plus. Et dans ces cas-là, le quotidien devient souvent trop lourd à porter tout seul. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Surtout, tu ne dois pas accuser et dire « Pourquoi tu fais ça? Tu devrais faire ça différemment ». À l'inverse, il faut que tu poses des questions, comme qu'est-ce qui est devenu pénible dans ton quotidien? Pourquoi tu n'arrives plus à ranger tes papiers? Est-ce que tu penses que tu as besoin d'aide pour le ménage? L'idée, ce n'est pas de contrôler, mais de comprendre où ça coince réellement. Le deuxième signe, c'est quand les oublis commencent à avoir des conséquences concrètes. Par exemple, un rendez-vous médical raté, une prise de médicaments oubliée ou alors des médicaments pris 2 fois, un courrier important qui n'a pas été traité ou alors une casserole qui est restée trop longtemps sur le feu. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'oubli en lui-même, mais l'impact qu'il a sur la vie de tous les jours. Si ton proche cherche toujours ses lunettes ou alors ses clés, c'est vraiment pas un souci. Par contre, s'il commence à oublier des rendez-vous chez le médecin, ça c'est vraiment important. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Ton proche n'est peut-être plus capable de gérer seul l'organisation de toute sa vie. Donc beaucoup de familles se demandent où est la frontière entre un oubli pas grave et un oubli plus grave. C'est simple, tu dois te demander, est-ce que cet oubli a eu un impact sur sa vie personnelle? Donc qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? Il faut que dès les premiers oublis, tu regardes si c'est occasionnel ou régulier, que tu vérifies si ça touche les médicaments, les rendez-vous ou l'alimentation. Et enfin que tu mettes en place des solutions simples comme un pilulier pour les médicaments et un agenda visible pour les rendez-vous. Mais surtout, il ne faut pas rester seul, parle-en au médecin traitant rapidement. Le troisième signe, c'est que ton parent fait de moins en moins de choses. Ce signe est souvent mal compris parce que tu associes de la vieillesse à la fatigue et c'est normal. Tu te dis il sort moins parce qu'il vieillit ou il est fatigué. Il a juste moins envie, c'est tout. Mais souvent derrière ce manque d'envie, il y a autre chose. Donc si tu remarques par exemple qu'il ne cuisine plus, qu'il ne voit presque plus personne, qu'il ne sort plus sauf obligation ou alors qu'il a arrêté de s'occuper de certaines tâches, ou alors hyper important qu'il a laissé tomber des habitudes qu'il avait depuis des années. Là ça devient inquiétant. Surtout quand ça s'accompagne de phrases comme ça me fatigue, j'ai plus envie, je verrai ça plus tard. Le problème avec ces procrastinations, c'est que ça vient souvent d'une fatigue physique et mentale plus profonde qui est souvent liée à un début de perte d'autonomie. Parce que bouger et sortir, ça demande simplement plus d'efforts cognitifs et physiques. Donc qu'est-ce que tu dois faire dans ce genre de situation? Ne confonds pas ça avec de la paresse et pose les bonnes questions. Pourquoi es-tu fatigué? Pourquoi as-tu arrêté de faire ceci ou cela? Et essaye de les pousser à maintenir leurs petites habitudes qu'ils ont arrêtées pour continuer à les stimuler intellectuellement. Le quatrième signe, c'est quand le comportement de ton parent change de manière inhabituelle. Parfois, il devient plus irritable, plus sec, plus méfiant, plus susceptible. Ou alors, à l'inverse, tu vois qu'il devient plus passif, plus fermé, plus effacé. C'est un point très important parce que beaucoup de proches interprètent ça comme « il devient difficile » ou alors « il a mauvais caractère ». Alors qu'en réalité, ce changement de comportement peut être lié à une douleur, une fatigue, une peur ou même au début d'une maladie cognitive. Quand quelqu'un commence à sentir que les choses lui échappent, il peut réagir de manière plus tendue. Donc ce que tu dois faire dans cette situation, c'est ne pas prendre ça pour toi. C'est regarder si dans l'environnement et dans le quotidien, il y a quelque chose qui a changé, qui a déclenché cela. Ça peut être un nouveau médicament, une douleur ou de l'inconfort. Donc vraiment, parle-en à un médecin là aussi. Le cinquième signe, c'est que le corps commence à ne plus suivre comme avant. Peut-être que tu sens que son corps n'est plus aussi sûr, plus aussi fiable.
tu es inquiet quand il se déplace. Et ça, c'est souvent sous-estimé parce qu'on l'associe à de la vieillesse normale, alors que c'est là que l'autonomie se perd réellement. Si tu remarques par exemple qu'il se lève plus lentement, qu'il cède beaucoup des meubles, qu'il hésite dans les escaliers, ou alors qu'il a déjà fait une petite chute dont il parle très peu. Très souvent, la première réaction de la famille, c'est « bon, c'est pas grave, il a glissé, ça arrive ». Mais très souvent, chez une personne âgée, une chute, et en particulier la première, ce n'est jamais banal. Ça peut traduire une perte musculaire, un mauvais équilibre ou alors un problème de vue. Mais dans tous les cas, après une chute, il faut absolument que tu en parles à un médecin parce que la cause, ça peut être de nouveaux médicaments ou alors des carences par exemple. Et les chutes, en particulier la première, ont souvent un effet très pervers, c'est que la personne après a peur de retomber et on rentre dans un cercle vicieux où la personne va moins bouger, son corps va se fragiliser et donc la perte d'autonomie va s'accélérer. Donc qu'est-ce que tu dois faire dans ce genre de situation? Tu dois déjà observer. Observer si l'environnement est adapté. Est-ce qu'il y a des obstacles qu'on peut enlever, comme des tapis par exemple? Est-ce qu'on peut sécuriser le domicile avec des rampes dans la douche par exemple ou aux toilettes? Et surtout, il ne faut pas que tu attendes une grosse chute pour agir parce que souvent la bascule commence avant. En effet, l'erreur que font la plupart des familles, c'est d'attendre le vrai problème, la grosse chute. Souvent, on attend une preuve définitive parce qu'on se met des œillères, on espère que ça va s'améliorer, on espère surtout que ça va pas empirer. Mais le problème, c'est que quand on agit trop tard, tout devient souvent trop brutal. Une grosse chute peut entraîner une hospitalisation et ou une immobilisation, et là ça devient beaucoup plus difficile à gérer puisque la personne ne peut plus vivre seule. Et souvent, quand on attend un événement un peu fort, les décisions doivent se prendre dans la hâte. Ça crée des tensions au sein de la famille, et les marges de manœuvre sont beaucoup plus faibles. Alors qu'à l'inverse, quand on prend en charge les problèmes tôt, ça permet de préserver l'autonomie pendant plus longtemps, de discuter et de faire les choses plus sereinement. Donc en conclusion, ce que tu dois retenir, c'est que la perte d'autonomie de ton parent ne commence pas quand il ne peut plus rien faire, elle commence souvent quand le quotidien se dérègle, que les oublis ont des conséquences, que les initiatives diminuent et que le corps devient de moins en moins sûr. Le plus important, c'est de ne pas paniquer au premier signe, mais de s'en rendre compte. De ne pas hésiter à en parler à des professionnels de santé, à adapter l'environnement et surtout d'observer. D'observer si ça évolue. Ton objectif, c'est de bien comprendre la situation, pour aider ton parent à rester autonome le plus longtemps possible. Donc si tu accompagnes un parent âgé, cette chaîne elle est faite pour toi. Je publie des vidéos pour t'aider à comprendre ce qui se passe et prendre les meilleures décisions pour tes proches.